Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet vraiment fascinant. Le lien, parfois fragile, entre notre sentiment de clarté mentale, la chimie de notre cerveau et la façon dont notre esprit peut se reconstruire après un choc. C'est un voyage au cœur même de notre pensée. On a tous déjà vécu ça, n'est-ce pas? Ce moment hyper satisfaisant où, d'un coup, tout devient limpide. On se bat avec une idée complexe, un problème qui semble insoluble, et puis, clic, tout s'emboîte parfaitement. Mais au fond, c'est quoi ce sentiment? D'où ça vient? Eh bien, pour le comprendre, il faut commencer par le commencement. Qu'est-ce que c'est au juste que ce fameux sentiment de clarté, ce sentiment d'évidence? Alors, voilà, ce qu'on ressent, les spécialistes, ils appellent ça le sentiment d'évidence. C'est en quelque sorte la face subjective de la logique. On ne parle pas ici d'une série de règles mathématiques, froides et abstraites, non. C'est une expérience très personnelle, presque physique. Une sensation de cohérence qui, tout à coup, s'impose à l'esprit. Ok, c'est bien beau tout ça, mais cette logique, d'où vient-elle au juste? C'est une question essentielle si on veut comprendre comment elle peut se dérégler. Est-ce qu'on l'invente tous ensemble, comme une sorte d'accord social, ou est-ce une vérité universelle qu'on ne fait que découvrir? En gros, il y a de grandes écoles qui s'affrontent depuis longtemps sur ce sujet. D'un côté, on a ceux qui pensent que la logique, c'est quelque chose qui émerge du dialogue, une sorte de convention qu'on se donne. Et de l'autre, il y a une vision plus classique, on va dire, qui postule que la logique est une structure fondamentale de l'univers, qu'on soit là pour la constater ou pas. Alors, qui a raison? En fait, la réponse se trouve un peu entre les deux. La logique serait une structure universelle, oui, mais une structure qui a besoin de nous, de nos esprits, pour être reconnue, pour être partagée. Elle ne devient vivante, en quelque sorte, que dans l'acte de la comprendre ensemble. Et c'est précisément là qu'on touche au cœur du problème. Parce que si cette capacité à saisir la logique est si fondamentale, que se passe-t-il quand elle se fissure? Quand on perd cette faculté à connecter les idées? C'est vraiment le sujet central d'aujourd'hui. Pour bien visualiser, imaginez une pensée saine, une pensée qui fonctionne bien, comme un fil continu et solide. On passe d'une idée à l'autre de façon fluide, logique, on tisse un récit cohérent, on arrive à donner un sens à ce qui nous arrive. Maintenant, imaginez un traumatisme. C'est comme un coup de ciseau brutal sur ce fil. Il peut simplement l'effilocher, le fragiliser ou carrément le couper net. Et là, c'est toute la continuité de la pensée qui se retrouve brisée, fragmentée. Et là, attention, il y a un point absolument crucial à comprendre. Une personne qui traverse une souffrance psychique intense n'est pas devenue illogique. C'est pas ça du tout. Son esprit fonctionne simplement selon une autre logique. Une logique altérée, oui, mais une logique qui a son propre sens, qui est complètement façonnée par la crise qu'elle endure. Alors justement, allons voir ce qui se passe à l'intérieur, dans le cerveau. Quelles sont les raisons neurobiologiques derrière cette logique de crise? En fait, tout repose sur un équilibre chimique extrêmement délicat dans notre cerveau. Notre capacité à lier les idées, à suivre ce fameux fil, elle est orchestrée par des messagers chimiques, qu'on appelle des neuromodulateurs. On en connaît sûrement quelques-uns, la dopamine, la noradrénaline, ce sont un peu les chefs d'orchestre de notre pensée. Regardons ça plus en détail. Prenez la dopamine par exemple. Quand tout va bien, elle nous aide à trier, à décider ce qui est important. Mais si elle se dérègle, c'est le chaos. Soit tout devient ultra important, menaçant, c'est l'hyperscience, soit à l'inverse, plus rien n'a de sens. Pour la noradrénaline, c'est pareil. Normalement, elle gère notre réaction à la menace. Mais déréglée, elle coince le cerveau en mode alerte rouge permanent. Et le pire, c'est quand ces deux systèmes ne sont plus synchronisés. Là, la pensée n'est plus un fil, c'est juste une succession de flashs complètement décousus. C'est d'ailleurs ce qu'a montré le chercheur Jean-Paul Tassin. Un choc traumatique peut complètement désynchroniser ces deux systèmes, dopamine et noradrénaline. Et cette rupture, elle fait voler en éclats ce qu'il appelle magnifiquement le ciment du temps, c'est-à-dire la capacité de notre cerveau à lier les événements entre eux, à créer une chronologie qui a du sens. Et le résultat de tout ça, c'est une pensée qui passe en mode survie, en mode urgence. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire une pensée qui fonctionne par flash, un récit de vie complètement brisé, des pensées qui s'imposent sans crier gare, les fameuses pensées intrusives, et puis des croyances très rigides qui se mettent en place pour essayer de protéger, mais qui au final ne font qu'enfermer. Mais attention, le tableau n'est pas tout noir, loin de là, parce que oui, il est possible de réparer ces connexions. Il est possible de retisser ce fameux fil de la pensée. Le chemin de la guérison, en général, il se fait en deux temps. C'est une stratégie en deux étapes.
D'abord, on doit réparer la boîte à outils cognitive qui a été endommagée. Et seulement après, une fois que les outils sont de nouveau fonctionnels, on peut s'attaquer au grand chantier, la reconstruction de son histoire personnelle. Alors, comment ça marche concrètement? On commence souvent par ce qu'on appelle la remédiation cognitive. Pensez-y comme à de la kiné, mais pour le cerveau. Des exercices pour restaurer l'attention, la mémoire, la flexibilité mentale. Une fois que ces fonctions de base sont un peu plus solides, alors là, la psychothérapie peut vraiment commencer son travail et être efficace. Et c'est là qu'un cercle vertueux se met en place. Le fait de penser, de parler, répare le cerveau. Et un cerveau qui va mieux permet de penser plus clairement. C'est la boucle neuropsychique. Et ça nous amène à l'idée finale qui est peut-être la plus puissante de toutes. Une idée à la fois toute simple et incroyablement profonde. L'acte même de penser, en soi, est un chemin de guérison. C'est vraiment le point de rencontre spectaculaire entre la neurobiologie et la psychologie. Le simple fait de faire ce travail d'élaboration psychique, c'est-à-dire mettre des mots sur son vécu, associer des idées, chercher à comprendre, eh bien ça stimule directement les circuits de la dopamine et de la noradrénaline. Autrement dit, le fait de penser, de réfléchir à son histoire, c'est un moyen actif de recalibrer la chimie de son propre cerveau. C'est énorme. Cette phrase le résume à la perfection. Ce que le trauma fragmente, l'élaboration peut le relier. Ça montre bien que la thérapie, ce n'est pas juste parler pour parler, c'est un véritable acte de reconstruction neurobiologique. On utilise le pouvoir des mots, du récit, de la compréhension pour littéralement reconnecter les circuits qui ont été brisés. Parce qu'au final, le but ultime de tout ce travail, ça va bien au-delà de juste corriger un raisonnement qui serait devenu illogique. Le véritable enjeu, c'est de redonner à la personne la capacité de construire sa propre logique, de retrouver sa propre manière d'être au monde. En fait, retrouver le fil de sa pensée, c'est tout simplement reprendre le fil de sa vie. Et ça, c'est sans doute la condition sine qua non de toute guérison véritable.